Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. C'est notre 405e numéro. À la une, les universités camerounaises, les COPS, reprennent le chemin des amphis. La rentrée universitaire a eu lieu ce vendredi dernier, dans toutes les 8 universités du Cameroun. Cette rentrée intervient dans un contexte marqué par la quête de la satisfaction des missions de l'université, à savoir la recherche, l'enseignement et l'appui au développement. Quel est le degré de réalisation des prescriptions de la loi d'orientation 2001 de l'enseignement supérieur? Scène de Presse ouvre le débat ce soir. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles. En focus, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, la revue de presse de Martine Noël Ndengue, les unes du lundi avec Agnès Solange Abessolo. Mais avant, je vous suggère de faire la connaissance de nos invités du soir, mise en scène par Christelle Avom. S'il y a un qui ne fera pas la langue de bois ce soir, c'est bien Cabral Libi Lingué. Si son langage est souvent qualifié de châtié et fougueux, c'est parce que le jeune journaliste prend la peine de rassembler les éléments qui sous-tendent son argumentaire. Le journaliste est chef de chaîne adjoint de Radio Campus, chroniqueur à l'hebdomadaire Signature, juriste internationaliste. Les universités camerounaises, il les connaît. D'ailleurs, le journaliste, jeune, est enseignant-moniteur à la faculté de droit de l'université de Yaoundé 2, soit. Il nous dira toutes les unités qui restent à valider. Augustin Fongan est éditorialiste, rédacteur en chef technique au quotidien de la rue de l'Aéroport, Cameroun Tribune. C'est en 1977 qu'il obtient son diplôme supérieur de journalisme option presse écrite de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé. Augustin Fongan a fait de sa passion sa carrière. En effet, après avoir été intégré à la fonction publique en 1977, il est détaché auprès de la SOPECAM en 1981. Journaliste, secrétaire de rédaction à la rédaction de Cameroun Tribune, il est nommé chef du service artistique en 1988. À ses heures perdues, Augustin est Big Prof. Lui, mieux que quiconque, sait de quoi les étudiants ont besoin. Place à présent à l'ESPER. Il est directeur du développement de l'enseignement au ministère de l'Enseignement supérieur. Professeur Richard Laurent Omba, puisqu'il s'agit de lui, est professeur de littérature. Il a fait carrière dans l'enseignement pendant 16 ans. Il a été le vice-doyen, puis doyen de la faculté des arts et des lettres de sciences humaines, l'auteur de Sous les cendres, le feu et l'architecte des LMD. Oui, c'est bien lui qui a travaillé à l'ossature de la professionnalisation des enseignements à l'université de Yaoundé 1. Merci Christelle. Nos invités répondent tous présents. Vous pouvez participer au débat sur les réseaux sociaux. Nos comptes Facebook et Twitter sont ouverts, SDP officiel. Mais déjà, je vous invite à révisiter l'actualité de la semaine. C'est dans la revue de presse que signe Martine Noël Ndengue. Les administrations publiques camerounaises privées de téléphone et d'Internet lundi dernier, 26 septembre. C'est que les Cameroun Telecommunications a frappé du poing sur la table. Cette sortie musclée de l'opérateur de téléphonie historique du Cameroun barre la une de Le Jour du mardi. Selon le journal d'Amanmana, Camtel réclame à l'État son plus gros créancier, 65 milliards de francs CFA. Mais alors, Camtel avait-elle besoin de faire un recouvrement forcé? Le directeur marketing et communication de l'entreprise répond dans le quotidien bleu du lendemain, mercredi. Benjamin Gérard Assouzoï va sans langue de bois surtout, déclaration à lire en page 2. Cette campagne générale de recouvrement divise dans l'opinion, normale pour certains, Camtel désinvolte pour d'autres, qui fustigent les désagréments occasionnés par cette suspension de téléphone et d'Internet. Un cri de détresse entendu par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a instruit au directeur général de Camtel de rétablir les connexions dans les services publics mauvais payeurs. Philémon Yang, qui sonne aussi la fin de la récréation en ce qui concerne la gestion des sociétés des droits d'auteur et des droits voisins au Cameroun.
Comme nous l'indique Mutation de lundi, le Premier ministre ne veut plus de binationaux dans ses affaires. Seuls les détenteurs de la nationalité camerounaise peuvent désormais prétendre à ces postes. Le patron de l'immeuble Étoile, décidément sur tous les fronts, lui qui a décidé d'amputer de 18 milliards de francs CFA le budget de la CAN féminine Cameroun 2016, estimé au départ à 23 milliards de francs CFA par le comité local d'organisation. Ce sera 5 milliards de francs CFA, pas plus. Pas de quoi décourager le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN. Bidongpat présidait une réunion de concertation lundi dernier au Palais polyvalent de sport de Yaoundé afin d'identifier les différents pôles de gestion de ce budget, comme nous l'apprend Mutation de mercredi. C'était la presse revue pour vous sur la scène. Merci Martine Noël Dengue. Place au débat sur ce plateau. Professeur Richard Laurent-Ba, bonsoir. Bonsoir Luclès. Alors dites-nous comment s'est déroulée la rentrée universitaire au Cameroun, notamment dans les 8 campus d'État. Je dirais de manière tout à fait convenable, conformément au calendrier académique défini par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il était entendu que les cours commenceraient à la mi-septembre et vous avez pu constater que les cours ont commencé dans tous les campus. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je crois que tout va bien dans tous les campus. Alors maintenant, si vous voulez bien, questionnons les 3 missions de l'université camerounaise, à savoir la recherche, l'enseignement et l'appui au développement. Je voudrais que nous commencions par l'enseignement. Notre pays implémente le système LMD depuis quelques années déjà. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors nous en sommes à la 10e année d'implémentation de ce système LMD. Ce système a été mis en place par les chefs d'État de la CEMAC à travers une directive qu'on appelle la directive CEMAC. Donc depuis 2006, les chefs d'État ont exigé que dans la sous-région, on puisse arrimer à ce système-là. Et dans nos universités, de manière pratique, le LMD a débuté en 2007. Donc pour cette rentrée qui commence, on va entamer la 10e année de la mise en place de cette réforme. Alors, Cabral Libi, est-ce que vous êtes satisfait du niveau d'implémentation du système LMD au Cameroun? Quelles sont les zones d'ombre selon vous? Bon, d'abord, je ne pense pas que ce soit à moi qu'il faille poser cette question. C'est peut-être déjà d'abord... Sur ce plateau, elle voulait poser. Je vais répondre. Elle vous a posé, autant pour moi. Il faut déjà poser la question à ceux qui ont été chargés de l'implémenter. Donc, le professeur qui est à mes côtés, parce que je pense que ce qu'il faut dire globalement, c'est que nous sommes entrés dans le LMD, comme j'aime souvent à dire, il ne s'agissait plus là seulement de l'enseignement supérieur, mais c'était de l'enrôlement supérieur. Parce que lorsque les chefs d'État de la CEMAC décident d'y entrer en 2005, c'est un peu le fusil sous la tempe. C'est parce que c'est un système qui est parti du processus de Bologne de 98, 99, très exactement, et qui nécessite un certain nombre de rudiments pour son implémentation que nous n'avions pas et que nous n'avons toujours pas aujourd'hui. Je prends des exemples très simples. Le LMD, c'est la professionnalisation. Donc ça exige mais vraiment une révision de notre architecture. J'ai même envie de dire que c'était là notre grand tournant de notre enseignement supérieur, c'est-à-dire après 72, 93, on va peut-être y revenir. Alors, la mobilité enseignante, je prends quelques prédicats du LMD. Ça vise la mobilité. Alors, la mobilité enseignante, la mobilité étudiante. Où est-ce qu'on en est véritablement aujourd'hui? J'ai pu, dans une aventure que je ne veux pas rappeler ici, faire, moi, personnellement, le tour des 8 universités d'État. Dans le cadre d'une enquête sur le LMD, la première chose dont j'ai pu me rendre compte, c'est que pratiquement, je ne dis pas chaque université, chaque faculté des 8 universités d'État a son entendement du LMD. Selon que vous êtes dans la faculté de droit, pour parler de Yaoundé 2, et que vous êtes dans la faculté des sciences économiques, qui sont dans le même campus, vous avez un système LMD différent. Alors, quand vous voyagez pour Bamenda ou pour Buea, selon que vous êtes à Bamenda ou à Buea, comparé à ce que vous avez vu à Tchang, c'est chacun son LMD. Donc, il y a là un souci déjà d'uniformisation, parce que c'est un autre prédicat. Si on dit
c'est la professionnalisation et désormais, c'est comme un menu. C'est des choses qu'on entendait à l'époque. L'étudiant lui-même doit constituer son parcours. Mais s'il n'est même pas déjà possible de faire une mobilité, puisque des suppléments au diplôme, le prof saura corriger tout à l'heure, ça fait partie des éléments dont on entendait parler. Mais si vous n'êtes même pas déjà capable, pour un étudiant qui est en fac droit, dans le campus de soi, de pouvoir constituer son parcours en prenant une ou deux matières dans la faculté voisine qui est celle de sciences économiques, ce n'est pas en allant à Tchang ou en Gaoundéré que ça pourra se faire. Donc, il y a là déjà un problème d'interconnexion entre les différentes universités, d'uniformisation des programmes. Selon que vous faites droit à soi et que vous faites droit à Tchang, il y a une matière que vous aurez vue à soi en deuxième année et que vous retrouverez à Tchang en troisième année. Je pense quand même qu'au bout de 10 ans, il faut peut-être qu'on nous dise exactement où on en est avec tout ça, mais c'est un peu le clair-obscur à la vérité. Alors, Augustin Fongaon dit du système LMD qu'il c'est un processus et que, en réalité, même les pays pionniers en la matière, si je peux m'exprimer, s'ils sont encore en pleine implémentation de ce processus-là. Vous pensez que c'est ce qui peut expliquer qu'au Cameroun, on avance, j'ai envie de dire, tout doucement? J'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte d'effort pour rattraper quelque chose qui va très très rapidement. Le monde de l'université aujourd'hui, les effectifs dans les campus, ça monte à la vitesse exponentielle. Et 10 ans, est-ce que c'est assez pour implémenter entièrement ce processus, c'est à l'image au LMD? Et il faut se poser des questions, parce qu'il faut en même temps gérer la montée des effectifs, le problème des infrastructures, le problème de l'encadrement par suffisamment d'enseignants, et maintenant intégrer la dimension professionnalisation. Sans vous couper, lorsque vous parlez d'enseignants, la régie va nous permettre d'avoir quelques chiffres. On sait que l'université camerounaise aujourd'hui, c'est à peu près 5020 enseignants et près de 500 000 étudiants, tout au moins pour ce qui est de l'année 2015. La régie nous permettra de voir ces chiffres de manière plus globale. Continuez. Alors, de ce point de vue-là, la demande est très forte. Demande en structure pour accueillir toute la demande. Il y a certainement, on observe quand même que du côté du pouvoir public, l'enseignement supérieur, il y a un effort pour suivre. Est-ce que c'est à la bonne vitesse? Je n'en sais encore rien, mais il y a du travail et implémenter effectivement le LMD, ça ne va pas se faire probablement du jour au lendemain. Alors, professeur Richard Laurent Omba, est-ce que on parle de vitesse là? Qu'est-ce qui est envisagé au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour que cette implémentation, tout au moins pour parfaire l'implémentation du LMD au Cameroun, du système LMD au Cameroun? Je voudrais dire qu'on ne peut pas entrer dans un tel système avec une vitesse vertigineuse. Il fallait y aller modérément. Et nous avons choisi d'y aller avec méthode. Ce n'est pas pieds et poings liés que nous sommes entrés dans le système. Il y a eu dès 2007 un ensemble de textes réglementaires encadrant la réforme LMD. Et dans les universités, il y a eu des séminaires de préparation des étudiants, des enseignants, des acteurs pour la mise en place de ce système-là. Nous avons commencé par la première année et c'est progressivement que nous sommes allés jusqu'au niveau de master, pour permettre à ceux qui étaient déjà dans l'ancien système de pouvoir sortir et aux nouveaux d'avoir le temps de digérer. Donc nous avons pris le temps qu'il fallait et nous avons élaboré des programmes avant de commencer. On pourrait peut-être dire que la vitesse n'est pas celle qui est souhaitée, mais il vaut mieux aller doucement, d'autant plus qu'une telle réforme demande beaucoup de moyens, demande également l'entrée en scène de nouveaux acteurs qu'on ne connaissait pas dans l'ancien système. Cabral l'a dit tout à l'heure, il y a un nouvel acteur qui entre en scène dans le cadre du LMD, c'est le professionnel, l'expert, qui n'avait pas voix au chapitre jusque-là. L'enseignement était réservé aux professionnels d'enseignement et les experts étaient de l'autre côté. Donc avec le LMD, on fait entrer un nouveau partenaire qu'il faut intégrer dans nos pratiques. Et ce partenaire devait être lui aussi préparé.
parce qu'on a l'impression que le LMD, c'est la seule affaire de l'université. On fait le procès de l'université, mais on ne comprend pas que le LMD, c'est une synergie entre plusieurs acteurs, l'État, les universités et les milieux socio-professionnels. Parce que pour qu'il y ait professionnalisation, pour que l'employabilité soit garantie, il faudrait qu'il y ait alternance entre les cours à l'université, les cours en entreprise. Alors, si les entreprises ne jouent pas le jeu, l'université est quelque peu isolée. Donc, il fallait prendre le temps, n'est-ce pas, de convier tous ces acteurs-là à la dynamique générale. Et je crois qu'au bout de 10 ans, si l'on regarde de près, on verra qu'il y a eu beaucoup de travail. C'est vrai. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. C'est pour cela que le ministre, en cette année 2016, a organisé au mois de mai les assises des programmes LMD pour garantir, n'est-ce pas, la mobilité des enseignants, la mobilité des étudiants, la comparabilité des diplômes, la comparabilité des programmes, n'est-ce pas, et s'assurer que la professionnalisation est bien sur les rails. Alors, Cabral Libye, il y a les enseignements, mais il y a surtout les étudiants et les enseignants. Dans quelles conditions travaillent-ils dans nos universités? On parle des infrastructures, on parle de suppléments universitaires, on parle des bibliothèques. Bon, d'abord, moi, je suis heureux de l'annonce qui vient d'être faite. Peut-être pour sortir du LMD, qu'il y aura enfin une assise pour faire une évaluation de tout ça. Elle a déjà eu lieu. Elle a eu lieu. Bon, maintenant, les conclusions ont certainement été tirées. Attendons que tout cela soit implémenté. Parce que souvent, dans notre pays, ce n'est pas les réunions qui manquent. Ce n'est même pas les bonnes décisions qui manquent. Il parlait des rapports avec le monde des entreprises. Je me souviens que le premier forum universitaire entreprise a eu lieu en 2010, il y a 6 ans. Maintenant, ce qui en est sorti, qu'est-ce qu'on a fait? Attendons toujours de voir. Mais moi, j'aime quand même toujours rappeler que le professeur aura toute la volonté du monde tant qu'il va se lancer dans une affaire à laquelle il n'était pas préparé. Et je ne sais pas si un jour, même s'il avance lentement et méthodiquement, il arrivera à quelque chose. Parce que les moyens, et là on passe à la question que tu m'as posée, les moyens que demande le LMD, nous ne les avons pas, nous ne sommes même pas prêts de les avoir. Ça, vraiment, parce que le LMD, c'est licence, master, doctorat. On est dans la professionnalisation. Et la professionnalisation demande un arrimage à la modernité qui nécessite, qui a un coût en réalité. Je me rappelle que la qualité a un coût. Les laboratoires, où sont-ils? Il faut des laboratoires. Il faut que nous soyons compétitifs, parce que c'est bien d'entrer dans la mondialisation. Mais il faut être compétitif pour se frotter aux autres. Alors, quand un enfant vient de Columbia, je ne sais pas trop, de Sorbonne et autres, il vient donc dans une université où, bon, les ouvrages généraux sont là. Les ouvrages d'introduction sont là. Ils datent pour certains de Mathusalem, mais ils sont quand même là. Les vieux ouvrages sont toujours importants, même s'ils sont vieillots. Il y a un sérieux problème. Bon, il y a certains soubresauts dans certains campus. Il y a bien le centre de ressources documentaires, par exemple, en création dans une faculté que je connais bien, qui est en train de se déployer en faculté de sciences juridiques et politiques. Il y a des efforts. Mais s'il est difficile, Lucrèce, d'avoir des ouvrages venus d'ailleurs, ce qui n'est même pas vrai. Mais vous vous rendez bien compte que certains ouvrages de nos enseignants ici ne sont pas dans nos bibliothèques. C'est quand même étonnant que dans une université où officie un enseignant, que l'ouvrage qu'il a publié ne soit pas dans la bibliothèque. Et même autre chose, vous me direz tout ce que vous voudrez. Si dans les universités... Pourquoi ces ouvrages-là ne figurent pas dans les Mais parce que personne ne s'y intéresse. Parce que ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de renouveler les véhicules de service. Parce que si je prends un exemple simple, si on renouvelle les véhicules... Vous êtes responsable de vos propos, Cabral. Mais bien sûr, je parle des choses que je connais et que j'ai parfois vues de près. Lorsque vous renouvelez les véhicules du recteur, vice-recteur, directeur et autres, vraiment c'est bien. En fait, c'est des gens d'un rang social respectable. Ils doivent rouler dans des véhicules rutilants. Mais lorsque la somme des véhicules achetés s'élève, le montant s'élève à 100 millions, vous imaginez les ouvrages de 100 millions dans une bibliothèque? Vous ne vous imaginez même pas ce que ça peut avoir comme masse documentaire. Alors, si vous êtes dans une université où la bibliothèque n'a pas d'ouvrage et que juste en face de cette bibliothèque qui est généralement vieillissante, vous avez des véhicules tout neufs, flambant neufs dans lesquels roulent évidemment des enseignants très respectables, je pense qu'il y a là un problème de priorité. Donc, les étudiants travaillent pour certains dans des conditions difficiles,
Bon, maintenant, ils peuvent accéder à des documentations en ligne. Dieu merci, des ordinateurs vont leur être distribués très bientôt. Et des centres Internet, grands modèles, vont être installés dans tous les campus. Espérons que ces ordinateurs viendront avec des abonnements à des sites de documentation. Alors, quant aux enseignants, n'en parlons pas. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Déjà, je pense est-ce qu'ils sont si mal lotis que ça, Cabral Libye? Comparé aux autres, non. Mais si on tient compte de la mission qui leur est assignée, eh bien, il faut un accompagnement, c'est comme le LMD. Le Cameroun a ceci que vous avez des diplômés. En fait, c'est le professeur Dominique Vogo que vous connaissez bien qui l'a dit dans son ouvrage. Jusqu'ici, les enseignants se battent pour leur carriérisme. Ça ne vient pas de moi, c'est le professeur Dominique Vogo qui le dit. C'est-à-dire, bon, on est dans un environnement où, comme l'école à l'université, d'abord, c'est très long. Et lorsqu'on a pu être assistant, chargé de cours, ben, on publie les papiers qu'on peut publier pour avancer en grade et puis avoir... Quand on devient maître de conférence, professeur, on commence à chercher les postes d'un certain niveau. Mais à la vérité, les enseignants sont dans une situation de précarité. Je n'ai pas voulu employer un terme fâcheux. Les enseignants d'université disposent quand même d'un statut particulier. Absolument vrai. Je ne parle pas de leur situation personnelle. Je vais même vous étonner en vous disant qu'ils ont une prime tous les 3 mois qu'on leur donne. Le président a créé un compte d'affectation spécial pour la modernisation de la recherche. Mais je dis simplement qu'à la vérité, ces primes qu'on leur donne tous les 3 mois sont devenues des compléments de salaire. On va y revenir. Donc, on va y revenir, Cabral Libye. Vous parlez tantôt des actions du gouvernement, tout au moins des actions du président de la République en faveur de la communauté estudiantine. C'est également un tableau que nous vous proposons de voir en image. Mais pendant ce temps, je voudrais poser cette question à Augustin Fongan. Nous parlons des problèmes de l'université camerounaise. On entend beaucoup parler des infrastructures, on entend beaucoup parler de surpeuplement universitaire. Nos amphis sont pleins à craquer. C'est des questions, des problèmes qu'il faut adresser. Ben, c'est des problèmes qu'il faut adresser, mais aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai suivi Cabral à propos du coût du livre que les enseignants devaient pouvoir mettre à la disposition des étudiants, peut-être à travers les bibliothèques, mais il y a cette perspective qui n'est pas aussi pessimiste que ça. Nous sommes dans l'environnement du numérique, on ne peut pas l'ignorer. Je crois qu'aujourd'hui, les Internet, les téléphones portables, ça va jusque très très loin à l'arrière du pays. Je retiens pour ma part que au niveau de l'enseignement supérieur, il y a cette possibilité qu'on doit forcément encourager aujourd'hui, c'est celui de l'accès au numérique et toutes les possibilités que cela offre en termes de remplacement du support du cours. Je retiens pour ma part qu'il y a ce projet du e-National Network, n'est-ce pas, et même de l'e-book. C'est peut-être un projet, mais je crois qu'ils sont prometteurs, ces projets-là. Pour autant que toutes choses ne restant égales par ailleurs, c'est-à-dire l'accès à Internet, la connexion, nous avons la fibre optique. Si donc, ailleurs, il y a ces MOOC, n'est-ce pas, Massive Open Online Courses, il y a plusieurs années, j'étais curieux d'observer comme ça que l'une des institutions universitaires les plus réputées au monde, le Massachusetts Institute of Technology, offrait tous les cours gratuitement aux étudiants. La seule réserve étant que l'étudiant qui suivait ce cours-là, pour passer dans cette institution, devait payer les cours. Je veux dire payer une inscription. Mais les cours étaient disponibles. Oui, avant cela, avant qu'on arrive à ce niveau-là, il y a des questions, j'ai envie de dire, existentielles que connaissent les étudiants camerounais. On a vu cette semaine, par exemple, des reportages qui venaient de l'université de Douala, où, par exemple, la cité universitaire est fermée depuis près de 4 ans. Comment entend-on résoudre ce problème au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, professeur? Je voudrais d'abord dire un mot sur les moyens, parce qu'il faudrait qu'on soit juste envers l'État. Je voudrais qu'il soit su que au sein du ministère de l'enseignement supérieur, il existe tout un programme d'appui à la professionnalisation pour accompagner les universités dans la démarche LMD. Nous avons tout un programme qu'on appelle le ProAct
programme d'appui à la composante technologique et professionnelle, qui est doté de 14 milliards. Donc, en dehors des budgets des universités, le ministère de l'Enseignement supérieur met en place un fonds de 14 milliards pour équiper les universités, pour construire, pour équiper les laboratoires. Mais et on ne voit pas ça, c'est pas assez visible, puisque je vous dis que cette semaine encore, il y a un reportage qui est venu de CRTV Douala qui faisait état de la fermeture depuis 4 ans déjà pour travaux de la cité universitaire, et ce n'est pas le seul cas. Je vous dirais aussi qu'on vient d'achever la construction des restaurants de l'université de Bamenda, qu'on vient d'achever la construction des restaurants de l'université de Maroua, qui vont ouvrir en cette rentrée. C'est que la demande est tellement forte que quelquefois, ce qui est fait... On a achevé la construction des restaurants, mais les étudiants, ils s'asseyent où? Ils s'asseyent à même le sol, les amphithéâtres. Il y a aussi des amphithéâtres construits à Maroua. Il y a des amphithéâtres. L'école normale supérieure de Maroua entre dans son campus cette année. Et à l'université de Bamenda, qui est la dernière née des universités, on vient d'achever la construction des laboratoires, des cités universitaires et des restaurants universitaires. Donc il y a un travail qui est fait, mais je crois que bien souvent on met l'accent sur ce qui n'est pas fait, reconnaissant que la demande est tellement forte que les moyens peuvent paraître quelquefois insuffisants. Mais l'État... Ou mal orienté. C'est pas mal orienté. Quand on construit des cités universitaires, quand on construit des laboratoires, quand on construit des salles de classe, est-ce qu'on peut dire que c'est mal orienté? Moi, je ne crois pas que ce soit vraiment mal orienté. L'université de Douala a peut-être des problèmes de réflexion d'une cité universitaire. Mais ce qui est plutôt grave, parce que ça laisse les jeunes étudiants à la merci des bailleurs qui veulent simplement faire des bénéfices ou rentrer dans leur... Le problème est qu'on ne peut pas refaire une cité universitaire avec des étudiants à l'intérieur. On est obligé de leur demander, pour un moment, de sortir du campus pour qu'on puisse réfectionner. Donc, on n'a pas détruit les bâtiments, bien au contraire, on veut les réfectionner. Et donc, ce qu'on pourrait leur demander, c'est de se montrer quelque peu patient pour que l'État finisse d'assainir afin qu'ils aient des conditions de travail adéquates. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de presse pour justement écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui est en posture d'invité dans cette édition. Il est en focus dans cette édition de Scène de presse. Le e-National Higher Education Network a deux composantes essentielles. Certes, le don de 500 000 ordinateurs à tous les étudiants dûment inscrits au cours de l'année 2016-2017, mais il y a aussi la composante construction des centres de développement du numérique universitaire. Dans chaque université d'État, le président de la République a autorisé un prêt concessionnel, c'est-à-dire à des conditions préférentielles. Le prêt est incontournable. Aucun pays ne peut être modernisé sans recourir au prêt. Les pays où a pu commencer ce système LMD il y a une vingtaine d'années n'ont pas encore terminé cette révolution académique et pédagogique. Il s'agit véritablement d'une révolution copernicienne. Pourquoi? Il y a tellement de prescriptions, il y a tellement de prérequis pour que le LMD devienne optimal qu'à l'heure actuelle, aucun pays ne réalise de manière exhaustive toutes les prescriptions du système LMD. Ce n'est pas encore l'optimum, mais il y a quand même cet appui. La plupart des administrations saisissent les universités pour que ces universités fassent partie des projets, des grands projets structurants. Quasiment dans tous les secteurs, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Je dois avouer que ce n'est pas encore l'optimum. Ce n'est pas encore ce que nous souhaiterions. Nous souhaiterions que les universités aillent jusqu'à la création des entreprises d'université qui peuvent avoir une visibilité ostentatoire. Nous avons commencé avec la signature des conventions entre le ministère de l'Enseignement supérieur, les universités
et les milieux sociaux professionnels, la charte université-entreprise de décembre 2010. Pour les infrastructures, le gouvernement a mis sur pied, en dehors du BIP, budget d'investissement public, qui est d'environ 10 milliards chaque année pour toutes les universités, il y a le programme d'appui à la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur, qui est financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA depuis environ 7 ans. Bon, il y a aussi le projet Agir, activité génératrice des initiatives rentables à l'École nationale supérieure polytechnique. Toutes les universités d'État, il suffit d'y aller, sont devenues de vastes chantiers. Vous me direz, mais nous ne constatons pas cela. Oui, à cause de la poussée démographique exponentielle. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État prescrit le non présentiel, c'est-à-dire l'enseignement numérique. Je ne peux pas terminer sans parler du programme e-book qui rentre également dans le numérique universitaire. E-book, c'est le numérique au niveau des contenus des enseignements. C'était donc le ministre de l'Enseignement supérieur. Une réaction, Augustin Fongan, après l'écoute des précisions du professeur Jacques Famdongo? Je crois que, arrimage pour arrimage, il me semble que c'est une opportunité à encourager, celle d'offrir aux étudiants de nos universités, décidé par le chef de l'État, 500 000 laptops. Je crois que les COPS attendent impatiemment que d'ici mars, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur l'a laissé entendre, que ces ordinateurs soient remis effectivement aux bénéficiaires et que derrière il y ait toute l'infrastructure, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des connexions Internet. On le souhaite vivement. Je crois que cela fait appel, n'est-ce pas, à une sorte de synergie avec non seulement l'État et de l'autre côté, mais également le secteur privé et le parapublic. Ce que peut-être le problème de Camptel survenu récemment n'indique peut-être pas tout à fait de façon encourageante. On y reviendra dans une prochaine édition. Nous parlerons des problèmes de Camptel dans une autre édition de scène de presse. Cabral Libye, nous parlons tantôt des mauvais points, si on peut le dire ainsi, des mauvais points de l'université camerounaise. Est-ce que vous pensez que ces mauvais points-là expliquent l'explosion des IPES, des instituts privés d'enseignement supérieur? On en compte environ 170 au Cameroun, mais pas toujours avec les résultats escomptés. Alors, je voulais, avant de parler des IPES, mais très rapidement, parce que chaque fois qu'on parle de la situation de l'étudiant, on vit très vite, on parle de restaurants. D'abord, je ne crois pas que ce que les étudiants camerounais attendent, c'est des restaurants de qualité. C'est d'abord une formation de qualité. Une formation de qualité, c'est des enseignants de qualité qui travaillent dans de bonnes conditions, c'est des infrastructures pour accueillir les étudiants, et c'est des accompagnements en termes de recherche et de documentation dont nous parlions tout à l'heure. Donc, chaque fois qu'on parle de ce qu'on fait pour les étudiants, on parle des restaurants. Non, je pense qu'il faut parler des bibliothèques qu'on a construites et autres salles de cours. Et d'ailleurs, il faut peut-être rappeler aussi que chaque fois qu'il y a ces mesures, notamment d'ordre infrastructurel, au même moment que ces mesures voient le jour, elles sont déjà dépassées. Ça veut dire quand même qu'il se pose forcément un problème de projection dans cette affaire. Et c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler que le dernier conseil supérieur, le dernier conseil de l'enseignement supérieur de la recherche a eu lieu au Cameroun le 20 octobre 1982. Vous pouvez vous imaginer à quelle date on est et qui était encore président à cette époque. Le précédent avait eu lieu en 1974. Et c'est au sein de cette instance-là qu'on peut avoir une vue holistique de ce qu'il faut. Bon, ça n'enlève rien à tous les efforts qui sont faits actuellement et dont le ministre se félicitait tout à l'heure. Les IPES, je pense que ça vient de la loi d'orientation de 2001. C'est l'un de ces articles qui précise que c'est ouvert au secteur privé. Ce qui, évidemment, n'était pas une mauvaise chose en soi. Mais vous vous doutez bien que si l'institution publique elle-même était incapable de réunir les moyens les adéquats pour
une formation de qualité, ce n'est pas les IPES qui allaient le faire. Du coup, on est rentré dans une affaire où il y en a aujourd'hui près de 200, où, disons les choses très clairement, par moment, ça ressemble simplement à du commerce. Et c'est d'autant plus paradoxal que l'université publique continue à coûter 50 000. Et ces IPES, parfois, là-bas, la formation par an, c'est de l'ordre de 200 000, 300 000, 700 000. Les gens y vont parce qu'il y a une floraison d'offres de formation. Nominalement, c'est séduisant, mais dans le fond, qu'est-ce qui est fait? Les enseignants qui y enseignent, ont-ils véritablement la qualification? Les curricula qui y sont établis, c'est vrai, ces IPES fonctionnent sous l'accompagnement, sous la tutelle des institutions publiques. Mais est-ce que cette tutelle s'exerce véritablement sur ces IPES? Vous avez tous vu le scandale qu'il y a eu avec la formation médicale, au point que l'ordre des médecins a dû revenir en scène et le ministre de l'Enseignement supérieur a dû fermer beaucoup de ces écoles parce que on produisait en réalité des criminels, des gens qui étaient réputés être médecins et ailleurs, mais qui n'avaient pas la formation qu'il fallait en fait. C'est ces gens qu'on appelle des criminels entre guillemets, encore que certains sortent parfois des institutions publiques. Oui, mais en fait, quelqu'un qui est mal formé pour soigner les gens va peut-être les tuer à la fin. Donc l'idée, une fois de plus, à ce niveau-là, était bonne. Les IPES sont nés comme des boutiques. Chacun a fait il y a des noms qui rivalisent, d'adresses et tout ce que vous voulez. Mais dans le contenu, avec d'ailleurs des offres de formation, je vous le dis en théorie, qui sont très séduisantes, qui sont même parfois plus variées que l'institution publique. Mais heureusement qu'il y a quand même une reprise en main du public. On peut se féliciter de Yaoundé 2 qui a quand même créé un système, un cycle de formation professionnel à côté du parcours classique qui offre ces formations. On remarque quand même que vous donnez beaucoup de fleurs à l'université de Yaoundé 2. Bon, c'est mon université de rattachement, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien que cela soit dit. Alors, professeur, je voudrais que nous parlions un peu, que nous intéressions à un autre objectif ou à une autre mission de l'université au Cameroun. C'est cette mission qui concerne la recherche au Cameroun. C'est une recherche qui est plutôt bien financée par l'État, mais dont on ne voit pas toujours les résultats dans les amphis. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Juste un mot avant de parler de la recherche. Pour dire qu'il n'est pas question que de restaurants et de chambres. Quand on construit des laboratoires, quand on donne 500 000 ordinateurs aux étudiants, quand on parle de numérique éducatif, c'est 500 000 ordinateurs, ça ne concerne que l'année universitaire 2016-2017. Mais ça concerne les étudiants. Il y a des étudiants avant cette période-là et il y en aura certainement après. On ne donnera jamais à tous ceux qui étaient là avant. On ne donnera jamais à tous ceux qui viendront après. Saluons quand même déjà le geste qui fait qu'au cours d'une année, on puisse doter chaque étudiant d'un ordinateur et qu'on puisse créer un environnement autour pour qu'ils puissent avoir accès à des bibliothèques numériques. Parce qu'on parle à sens des bibliothèques, on a changé de paradigme. On n'est plus dans l'ancienne université où il fallait avoir le document physique. Aujourd'hui, on peut s'ouvrir à des bibliothèques numériques et lire un ouvrage qui se trouve à l'université de Harvard ou à l'université de la Sorbonne. Donc tout cet environnement-là, c'est pour garantir la qualité. Et maintenant, parlons de la recherche, puisque vous m'invitez à parler de la recherche, pour dire que la recherche est financée par les budgets des universités et le chef d'État a bien voulu accompagner cette recherche en attribuant aux enseignants la prime spéciale pour la modernisation de la recherche. Si vous allez dans les universités, et vous verrez qu'il y a une très grande recherche qui se fait, les enseignants publient beaucoup, les enseignants ont des prix, pas seulement au plan national, mais aussi au plan international, et que nos enseignants sont bien souvent recherchés dans beaucoup d'universités. Alors, lorsqu'une certaine opinion dit que les enseignants considèrent ces primes-là comme des compléments de salaire, c'est à tort? C'est parce qu'ils ne sont pas au courant des résultats de la recherche. Le ministre a commis une étude pour faire le point sur la publication depuis l'instauration de cette prime. Et les résultats peuvent étonner plus d'un, parce qu'on a effectivement constaté que la recherche s'est accrue. Mais comme c'est une recherche qui est essentiellement destinée au milieu universitaire, aux étudiants, aux enseignants, elle n'a pas véritablement d'impact sur la société. Peut-être faudrait-il encourager cette autre recherche qui tend vers l'appui au développement. Cela demande davantage des moyens. Il faudrait peut-être qu'il y ait donc à ce niveau des partenariats entre des entreprises et des universités, entre l'État et les universités pour accompagner de grands programmes pour que l'université entre maintenant dans la cité et puisse
comment dire, impulser le développement. Alors, nous avons quand même pu rencontrer quelques étudiants lorsque nous préparions cette émission. Augustin Fongan, les étudiants se plaignent quand même de certains écarts de comportement de la part de leurs enseignants. Ils parlent d'arbitraire dans l'attribution des notes, on parle de business des polycopes, on parle de harcèlement sexuel. Ça fait quand même beaucoup pour une université. Beaucoup. C'est des faits qui sont avérés? Avéré, il faudrait peut-être une enquête de police pour établir tout cela. Je crois que c'est de la part des étudiants, peut-être leur inconfort, ainsi qu'on vient de le souligner, n'est-ce pas, à travers le problème des infrastructures, etc. Ça peut faire que ce mal-vivre-là puisse trouver comme son exutoire les conditions dans lesquelles tout cela se passe. Bien sûr, on ne peut pas ignorer ce qui s'entend, des étudiants, ils sont pas tous logés à la cité universitaire. Quand il y en a, ils vivent avec nous au quartier. Ils doivent se débrouiller comme des travailleurs pour se rendre sur leur campus. Tout cela fait qu'ils ont peut-être les mêmes problèmes existentiels que les autres, peut-être aggravés du fait qu'ils doivent pouvoir se rendre pour prendre des cours dans de bonnes conditions. Maintenant, l'attribution des notes. Voire, il est vrai qu'un enseignant, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, s'est penché sur cet aspect-là. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'il faudrait déplorer. Personne, je crois que pour autant que le mérite a encore un sens, des facilités auxquelles on recourt pour obtenir des notes, je ne sais pas si au bout du compte, on peut être satisfait de ce qu'on a atteint comme résultat. Alors, Cabral Liby, il y a également la question de l'appui au développement. Le Cameroun est lancé dans un vaste chantier d'infrastructures, de projets structurants. On parle de quête de l'émergence à l'horizon 2035, mais on ne voit pas la touche des savants camerounais. Où sont-ils passés? Ben voilà la question fondamentale de notre université. Vous savez, on est très respectueux des enseignants d'université, c'est des grands professeurs parce que pour le devenir, il faut de lourds sacrifices en termes de recherche et tout le reste. Mais quelle est la mission qui est attachée à notre université aujourd'hui? Quelle est la place qu'elle occupe? Est-ce que l'université est devenue véritablement au Cameroun un levier de développement? Parce que bon, au lendemain des indépendances, quand l'université fédérale est créée le 26 juillet 62, c'est pour former des cadres qui vont remplacer les Blancs. Mais par la suite, il y a eu une mutation. Tout à l'heure, je parlais du Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 1974, quand j'ai lu le discours du président Ahidjo, il disait « l'université doit passer à une autre phase. Il faut que désormais l'université soit au service de nos ambitions ». Maintenant, nous avons de grands enseignants que nous respectons beaucoup. Est-ce que ces enseignants sont véritablement impliqués dans un travail de construction de notre pays? Là, je peux me permettre d'en douter. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je pense souvent que l'université est devenue un peu comme un piège à intelligence. On le capte tous là-bas et puis on les muselle. On ne leur donne pas la possibilité de s'impliquer véritablement. Lorsqu'on fait le DSE, on peut vous dire combien de grands enseignants de nous, pourquoi on n'a pas confié même aujourd'hui l'évaluation de ce DSE à l'université. Il y a une étude qui a été menée par oui, mais c'est une initiative propre à l'université, ce qu'il faut saluer. Mais il faut construire un véritable pont entre la direction politique d'un pays et son université. Et cela nécessite évidemment de mettre sur pied un cadre, et il faut des moyens pour mettre ça sur pied. Maintenant, est-ce que nos politiques ont vraiment envie de le faire? Je peux me permettre d'en douter. Il y a même une sorte de méfiance aujourd'hui entre l'universitaire et le politique. Bon, quand cette université signe des motions de soutien, ça passe. Mais lorsqu'il faut qu'on l'implique véritablement dans la construction du pays, ça ne donne pas vraiment. Nous allons revenir dans quelques instants. Le temps pour nous de regarder le zooming de la semaine quand l'armée accompagne l'État dans la formation professionnalisante. Cela donne le centre d'excellence Helios Mindef Academy. La structure a organisé cette semaine un séminaire sur la sécurité informatique qui a permis aux soldats et aux professionnels et surtout aux étudiants d'acquérir des compétences théoriques et pratiques sur les meilleurs équipements et opérateurs de réseau. En zooming, nous retrouvons Pierre Evembe.
quelques soucis techniques. Nous allons revenir sur cet élément que nous propose Pierre Evembe sur la professionnalisation, sur la formation professionnalisante en matière de sécurité informatique. Alors, professeur Richard Laurent Ongba parlait tout à l'heure de la possibilité pour les enseignants de nos universités d'accompagner la dynamique de développement au Cameroun. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je crois que si vous allez dans nos universités, vous constaterez que la recherche a produit beaucoup de résultats. Le problème me semble être celui de l'utilisation des résultats de la recherche. Si vous allez à l'IRAD, si vous allez en fac de sciences, si vous allez en fac de lettres, vous trouverez que des enseignants ont proposé des modèles alternatifs à ce que nous faisons. Et pourquoi ce n'est pas pris en considération? Parce qu'il faudrait un maillage. Il faudrait un maillage entre le ministère de la Recherche, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère du Plan. On a l'impression que l'université est quelque part abandonnée à elle-même et que quand on fait appel aux universitaires, c'est de façon isolée. Dans beaucoup de programmes, les universitaires ont eu à intervenir, à faire part de leur expertise, mais pas en tant que... pas en engageant l'institution universitaire pour qu'elle soit visible. Donc il y a des actions qui sont faites, mais du fait qu'elles ne sont pas marquées du sceau de l'université, elles ne sont pas suffisamment bien perçues. Mais permettez-moi aussi de dire un mot en quelques secondes sur la moralité des enseignants. Je voudrais qu'on rende justice aux enseignants parce que nous avons beaucoup de bons enseignants qui sont très consciencieux. Il ne faudrait pas que, du fait qu'on ait pu identifier une ou deux brebis galeuses, n'est-ce pas, que... Comme il en existe dans tous les corps de métier. Dans tous les corps, quand j'ai l'anathème sur le corps enseignant, je pense qu'avec le téléenseignement, la téléévaluation, les corrections en salle, on pourra arriver à atténuer et même à minimiser ces écarts de comportement que nous déplorons tous. Alors, nous retrouvons tout de suite Pierre Evembe pour le zooming de la semaine. Décidément, les yeux de la technique nous lâchent pour le zooming. Nous y reviendrons dimanche prochain. Le temps pour moi, justement, de reparler avec le professeur Richard Laurent Ongba de la professionnalisation de l'employabilité dans nos universités camerounaises. On peut quand même dire que nous avons de quoi montrer. On sait par exemple qu'à l'université de Yaoundé 1, la nouvelle ou alors l'information qui circule dans ces amphis, c'est que cette université a vendu plusieurs scénarios à Nollywood au Nigeria, alors qu'au Cameroun, on n'entend pas beaucoup parler de cela. Je suis content que vous rendiez justice à d'autres universités parce qu'il se fait beaucoup de choses, notamment dans ce que je pourrais appeler l'ingénierie culturelle et l'ingénierie sociale. Quand on parle de professionnalisation, on a en vue que l'ingénierie technologique, Polytechnique et les autres écoles de formation, mais on ne se rend pas compte que dans les facultés de lettres, dans les facultés de sciences sociales, il y a un important travail qui se fait et qui porte des fruits. Ce qui reste, c'est peut-être que le secteur soit suffisamment structuré pour que les étudiants soient accompagnés. Alors, vous confirmez que l'université de Yaoundé 1 a pu vendre des scénarios à Nollywood au Nigeria? Pas seulement à Nollywood, 200 scénarios, c'est bien cela? Beaucoup ou un peu plus? Parce que il y en a qui c'est pas un marché ouvert, c'est pas un marché réglementé. Étant donné que le cinéma paye un peu plus de l'autre côté, les étudiants qui ont une très bonne association des étudiants de cinéma de la faculté de lettres vendent sous le manteau leurs œuvres. Sous le manteau. Mais cela n'est pas enregistré. Il n'y a pas que Nollywood qui achète, il y a d'autres qui achètent du fait que notre secteur n'est pas structuré. Madame, monsieur, il faut peut-être espérer que le directeur général de la CRTV ait cette information pour que ces scénarios puissent être vus par les téléspectateurs de la CRTV. Ne vous en faites pas. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse et nous allons retrouver Agnès Solange Abessolo qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Nous allons d'abord lui souhaiter un joyeux anniversaire et que Dieu la comble de toutes les grâces dont elle a besoin. Bonsoir Agnès Solange Abessolo, vous êtes là pour les unes du lundi.
Bonsoir Lucrèce et merci pour ces grâces, merci à vous. Alors, bienvenue à vous adeptes de l'info croustillante. Malheureusement, nous commençons ce soir avec une information pas très gaie. Rigobert Song-Bahanac dans un état préoccupant. L'information fait la petite une de mutation dans sa parution du 3 octobre 2016. Le quotidien poursuit que l'ancien capitaine des Lions Indomptables a été interné ce dimanche au centre des urgences des suites d'un accident cardiovasculaire. Dia Elobo, le préfet qui défiait Paul Biya, c'est la grande une de ce même journal qui rappelle que Bernard Marimba a été limogé par le chef de l'État jeudi dernier. Son remplaçant David Koulbout Aman a été installé vendredi dernier dans un climat plutôt apaisé, observé également chez les transporteurs routiers, comme le confirme le quotidien de l'économie qui paraît donc ce lundi et qui, en sa première une, titre donc que le gouvernement recule face aux transporteurs routiers. Le même quotidien explique que les services du Premier ministre ont engagé le dialogue et obtenu des syndicats une levée du mot d'ordre de grève qui devrait prendre effet ce 3 octobre à cause notamment de l'augmentation des tarifs d'assurance. Voici donc, voilà donc Lucas en quelques mots pour des journaux reçus ce 2 octobre, a publié le 3 octobre donc ce lundi. Rendez-vous tout de même en kiosque pour le reste des journaux. Bonsoir. Bonsoir Agnès Solange à Bessolo. Encore quelques minutes avant de conclure cette édition de Scène de Presse. 2 minutes précisément, comme on me signale à la régie. Augustin Fongan, quand même une lueur d'espoir pour l'université camerounaise. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, effectivement. Je crois qu'avec ce que nos jeunes qui semblent avoir écouté l'appel du président de la République, réussissent à faire des start-up, je crois qu'ils n'attendent plus. Et il y a encore quelques jours, le ministre de l'Enseignement supérieur, je crois, avec l'ambassadeur d'Israël, s'est rendu au campus de l'École nationale supérieure polytechnique, où il y a cette high-tech center avec beaucoup de choses qui, me semble-t-il, ce serait une sorte d'appel du pied au monde de l'investissement. Tout à fait. Après les biens, encore un mot. Vivement que nous passions à ce que le professeur Jean Tabimanga appelait l'université de 3e génération, non plus une université enfermée dans son essence, dans la contemplation de son essence, mais une université et des universitaires véritablement au service de la société. Et vivement, nous voulons que les grands profs que nous respectons tant soient aussi des acteurs de mutation et de changement dans notre société. Professeur, un petit mot? Je dirais que l'université de 3e génération est effectivement en voie d'avènement et à la faveur de cette rentrée sous le numérique éducatif, nous verrons que cette université s'est véritablement reformée. Madame, Monsieur, nous sommes parvenus donc au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir.